Vous écoutez Négatif, grand entretien avec Yann Deday, monteur de film et écrivain. Qu'est-ce qu'un spectateur zéro? Peut-être la position singulière d'une personne au rôle essentiel dans la vie d'un film, celui de quelqu'un qui offre son regard après le tournage, coupe, assemble, monte, remonte, bref, transforme la matière pour faire advenir le film. Bonjour Yann Deday. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau grand entretien du podcast Négatif consacré aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Elie et j'enregistre aujourd'hui avec Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Nous continuons notre exploration du métier de monteur, déjà entrevu avec les monteuses Nelly Quétier et Juliette Welfling, dont vous pouvez retrouver les entretiens sur notre site négatif.co. Le spectateur zéro, donc Yann Deday, c'est aussi le titre d'un livre de conversation que vous signez aux éditions POL avec Julien Suodo, ouvrage rare consacré à votre riche carrière de monteur du cinéma français, 100 films à ce poste, 50 ans de carrière et d'immenses réalisateurs accompagnés à 5 reprises ou plus, citons François Truffaut, Maurice Pialat et Philippe Garrel, et bien d'autres pour des collaborations plus ou moins longues dans le temps avec Jean-François Stévenin, Yolande Zuberman, Nicole Garcia, Cédric Kahn, Amos Guitaille, Pierre Trividic et Patrice Mario-Bernard, Mai Wen, Sébastien Lifshitz, Caroline Champetier ou encore Claire Denis. Alors Yann Deday, votre conception artisanale du montage, l'évolution de cette profession depuis les années 60, votre regard sur le cinéma et le monde, nous allons explorer en profondeur toutes ces dimensions de votre vie avec vous dans ce nouveau grand entretien de Négatif. Tout d'abord, Yann Deday, est-ce que c'est le terme de monteur qui est le plus adapté pour décrire ce que vous faites? Je ne connais pas d'autres. De façon générique, moi je me pense plutôt comme un artisan que comme un artiste. Enfin, disons un artisan à désirs artistiques. Bon, d'abord, pardon, merci de venir me parler de ce livre qui est effectivement ça me fait un effet bizarre, je dirais pas un testament, mais quand même ça fait de l'effet de revisiter toute sa vie. C'est pas tellement ma vie privée que ma vie de travail mélangée au privé, bien évidemment. Donc ça fait un effet. En fait, je suis dans une espèce de zone de vide là, à cause de ça, grâce à ça ou à cause de ça, c'est pareil. Donc alors le métier de monteur, oui, j'en vois pas tellement d'autres. Assembleur, c'est pas joli. Et puis monter, c'est bien, c'est comme monter une construction de tricks. Je ne sais pas si vous savez ce que le tricks, mais c'était des trucs en métal avec des vis et on fabriquait de tout ce que vous voulez, des maisons, des garages, des grues avec tous ces outils. Voilà, c'est plutôt cet effet-là que ça me fait le montage. C'est un assemblage d'éléments. Alors bien évidemment, ces éléments ont été pensés avant et donc on peut les monter, les fabriquer selon le mode d'emploi, où on peut justement tricher avec ce mode d'emploi si tout ne fonctionne pas comme prévu. Ce qui en général était le cas dans les jeux comme le Trix, puisqu'évidemment c'était totalement mathématique, des barres de fer de 18 cm, avec des dés de 6, etc. Ça formait un ensemble tout à fait mathématique, ce qui n'est pas tout à fait le cas, bien évidemment, du cinéma. Si vous deviez définir le métier de monteur, comment est-ce que vous pourriez le décrire? Structure, construction, structure, rythme et quelque chose qui n'est pas dans la logique, mais qui est la préservation du secret d'une certaine façon. J'entendais de l'autre jour quelqu'un que j'aimais beaucoup qui disait que la poétique ne se concevait pas sans la logique, ou plutôt que la logique ne se concevait pas sans la poétique. Voilà, c'est-à-dire que le monde analysé uniquement sur le plan de la logique et d'une règle absolue paraît difficilement vivable et que c'est un peu de ça dans ce métier-là. Il y a un peu ces deux aspects, je dirais. C'est quelque chose d'extrêmement mathématique, d'obligé, et quelque chose par quoi il faut échapper. La poétique, par quoi il faut échapper, justement, cette logique trop carrée, je dirais. Voilà. Dans le livre, vous donnez une autre définition du montage. Je vous cite: « Le montage est une chambre, non pas la chambre des amants, mais celle d'un couple dont le but n'est pas de vivre ensemble, mais d'enfanter, et d'accoucher d'un enfant qui ne soit pas un monstre, ou alors à nul autre pareil. » Et cette phrase nous a marqué parce qu'on avait invité la monteuse Nelly Quétier, qui nous avait indiqué que le montage est comme la maïeutique, c'est l'art de faire accoucher les esprits.
Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr, ça c'est le volet humain des trucs, puisque c'est un métier qu'on ne fait pas tout seul, bien évidemment, et puis qu'on fait avec quelqu'un qui est censé, ce n'est pas toujours le cas, mais qui est censé savoir ce que c'est que ce métier, et comment on monte et pourquoi on monte, qui est le réalisateur. Donc la Chambre des Amants, parce que c'est vrai qu'il s'agit un peu de s'aimer, de s'apprécier, en tout cas d'échanger des pensées pendant 6 mois, ou ça peut être plus, puisque avec Grand Perret, on avait monté 1 an, une fois, un film. Voilà, ça c'est donc, oui, je pense que la définition que je donnais est aussi valable sur le plan psychologique, humain. Vous dites aussi que le poste de monteur n'est pas seulement celui de juge, mais celui d'un analyste. Qu'est-ce que vous faites comme différence? Juge, c'est comment dire, c'est impératif, quoi. C'est terminal, alors que analyste, ça se finit jamais. D'ailleurs, on sait bien que les gens qui sont en analyse, ils y sont pour 50 ans ou plus, et c'est quelque chose comme ça, le montage. C'est-à-dire qu'on analyse des choses qui, le lendemain, s'avèrent fausses, puisque le film a changé, et que donc l'analyse totale du film infirme les analyses ponctuelles sur telle et telle séquence. On a parlé du montage comme la chambre d'un couple. Est-ce que le monteur combat le réalisateur, ou est-ce qu'il y a une relation de conflictualité qui est nécessaire dans ce duo? Il y a les deux, disons, la complicité et la diversité sont extrêmement nécessaires, puisqu'il ne faut pas... C'est là où le mot juge quand même a sa valeur. Il faut quand même que le jugement du monteur est libéré de l'affect de quelqu'un qui fabrique son bébé. Voilà. Et donc, il peut être très dur, trop dur, et je crois qu'il le faut. Je pense que pour être monteur, il faut être, j'allais presque dire méchant, il faut vraiment être d'une certaine cruauté, en tout cas crudité sur le jugement immédiat et éventuellement provisoire qu'on porte sur l'objet en fabrication. À propos du livre de conversation Le Spectateur Zéro, le terme n'est jamais vraiment défini dans le livre. On le retrouve dans certains chapitres évoqués, et il finit en titre. Mais comment est-ce que vous pourriez définir votre interprétation du Spectateur Zéro? Est-ce que c'est le monteur, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? C'est le point de départ, c'est ça part de zéro, ce qui est en fait également faux, puisqu'il n'y a pas zéro, il y a effectivement un film déjà rêvé, déjà écrit, qui a déjà entraîné des recherches d'argent, des recherches d'acteurs, des recherches de lieux de tournage, des recherches de techniciens, etc. Donc déjà, Qui a été tourné aussi. Oui, et qui a été tourné jusqu'au tournage, donc c'est ça. Mais là où le monteur peut s'appeler zéro, c'est qu'il y a quand même une possible pensée de reprendre les choses à zéro. Évidemment, elles ne sont pas à zéro dans la réalité. Mais néanmoins, le monteur, en ce qu'il est totalement en retard sur toutes ces opérations dont je parlais après, c'est-à-dire, sauf ceux qui y participent, il y a quelques monteurs, il n'y en a pas beaucoup, qui sont aussi scripts, par exemple. Ça arrivait à mon amie Hélène Viard, qui était script et monteuse de certains films, etc. Mais sinon, il faut pouvoir remettre les pendules à l'heure d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'une fois que tout cet amas de plans est fabriqué, il faut pouvoir se dire... comme disait très joliment Truffaut, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette merde? Et donc, l'idée de Spectateur Zéro, est-ce que c'est l'idée que vous êtes le premier spectateur du film? Disons le premier vrai spectateur. C'est pour ça que le vrai, je m'entends, c'est-à-dire qui est censé recevoir les premières émotions, la première intelligence, les premières intelligences du film. Ça c'est quand même assez important. Même si, bien évidemment, il connaît le scénario, donc il en connaît quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que moi je lis les scénarios très en amont, et que j'essaie de les oublier pour ne pas être dans un jugement comparatif qui souvent ne s'avère que comparatif au lieu d'être sur l'objet en fabrication et pas bousculé par des idées préconçues. À propos du livre, pourquoi cet objet est devenu un livre de conversation et non pas un livre que vous auriez pu écrire comme on fait une autobiographie? Bon, alors là, on est tout à fait au cœur du problème. Ce livre ne vient pas de moi. Je n'aurais jamais pu... Autant j'ai pu écrire Le point de vue du lapin sur un exemple précis, un film précis, parce qu'il était particulier pour moi, parce que non seulement j'en avais fait le montage, mais j'ai participé à toute la fabrication. Autant l'idée très prétentieuse comme ça de raconter toute sa vie de travail, je dirais que j'ai un ego un peu surdimensionné, mais pas assez pour avoir pensé tout seul un jour à faire une somme de tout ça. Et que c'est mon grand ami Julien Ciodo, avec qui on se connaît depuis 20 ans, qui avait fait
le dossier de presse de mon film qui est allé pour qu'il aille à Cannes. Voilà, c'est fait jour au fil de nos discussions et de notre travail ensemble, puisque j'étais le lecteur de ses romans, j'ai lu ses scénarios, puisqu'il avait écrit des scénarios, j'ai monté son film sur la Côte d'Ivoire, on avait un rapport très serré autour de ça, on a une passion commune qui est peut-être la plus grande entre nous, c'est Dusan Makaveyev, dont il avait fait un grand article dans Positif sur la rétrospective de 2002, et moi je ne montais qu'un film de Dusan, mais pour moi c'est une date absolument capitale, enfin d'abord c'est un metteur en scène comme il n'y en a pas deux, voilà, c'était totalement unique. Donc voilà, au fil de tous ces amours communes, et parce qu'il n'aime pas tous les metteurs en scène, il n'appréciait pas tellement Truffaut, par exemple. C'est un peu au fil de nos discussions qu'il s'est mis à beaucoup aimer La Nuit américaine, qu'il l'appréciait déjà plus que les autres Truffaut, disons. Mais voilà, tout ça crée, là encore, un peu comme le monteur et le réalisateur, un échange dialectique, un échange de points de vue sur les choses, dont beaucoup étaient des amours communes et dont pas mal sont des dissensions assez importantes. Il y a des réalisateurs qu'il aime beaucoup, que je n'aime pas beaucoup, etc. C'est très... On ne voit pas du tout le cinéma américain. Lui, il travaille en Amérique, il est professeur à Philadelphie. Et on n'a pas du tout les mêmes amours de cinéma américain, par exemple. Enfin, sauf quelques points communs sur Lynch ou des choses comme ça, très, très, très hautes, disons. Voilà. Donc c'est vraiment, le livre vient vraiment de... C'est lui qui l'a concrétisé, cette histoire possible et tout ça. Et ça a commencé... Mais il disait hier, on en parlait à la Fémis, et puis chez Colette, on a fait une signature à la librairie Les Cahiers de Colette. Et il disait qu'on avait commencé comme une conversation sur Skype et que ça n'allait pas du tout et qu'on a dû fabriquer au fil des années, là, dans les 7 ans qu'a mis l'écriture du livre, à se voir. On s'est vu à Paris, on s'est vu à Avignon où il venait avec ses étudiants américains. Je suis allé à Philadelphie 3 semaines où on a aussi beaucoup écrit et puis on a terminé par renvoi de balles écrit permanent du livre entier. Il a trouvé à un moment cette idée des 17 chapitres. À un moment, on pensait faire 3 espèces de parties. Voilà, tout ça était une construction littéraire aussi vachement importante que je n'aurais pas pu faire toute seule. Autant prendre un train, un espèce de TGV comme Basse-Montagne et de se dire, voilà, on va de Paris à Saint-Laurent-de-Grandvaux. Il n'y a pas de TGV qui vont là-bas, mais c'est dommage. C'est une ligne directe d'une certaine façon. C'est quelque chose de très riche, mais c'est une unité. Voilà. Alors que là, ça pouvait aller tellement dans tous les sens. Je ne pense pas que tout seul, j'aurais pu me débrouiller pour donner du sens à tout ça. Or, ce qui a donné du sens à tout ça, c'est bien évidemment les renvois de balles, les questions de Julien et quelquefois les grosses insistantes en me disant, alors quoi, t'as rien à dire sur ce machin-là, parce que bien évidemment de temps en temps ça résiste, ou parce que ce sont des mauvais souvenirs, mais les mauvais souvenirs, je trouve que c'est aussi très très intéressant à raconter. Les ratages, c'est très important, et finalement si j'avais un regret, j'en ai pas, mais ça serait qu'on n'ait pas parlé de plus de mauvais films, je dirais, enfin de films qui n'ont pas été vraiment des réussites. Parce que c'est vrai que l'analyse, on le voit, j'espère qu'on le sent bien, en tout cas dans le livre, que l'analyse des ratés, c'est très important aussi. D'abord pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pas seulement moi ni lui, mais les autres, c'est-à-dire donner des espèces de clés pour analyser les raisons des échecs. Ça me paraît vraiment capital. Enfin, des échecs ou des semi-échecs, enfin des choses qui n'ont pas véritablement abouti, comme là où elles auraient dû aboutir, ce que j'ai senti moi très fort quand j'ai fait mon film à moi, dont je mettais la barre très très haut et qui n'est qu'un petit film original, mais qui n'est pas du tout à la hauteur auquel je pensais qu'il pourrait être, en tout cas quand je le rêvais, quand je l'écrivais. Dans la construction littéraire du livre, vous avez fait le choix d'une forme chronologique, où on commence à vos débuts, on va y revenir d'apprentissage au laboratoire, et on termine sur vos derniers films. Pourquoi ne pas avoir fait une forme thématique ou par réalisateur, par exemple? Parce qu'il y a quand même, je dirais, un principe de réalité, de machin qui vous fait raconter truc, qui fait que il n'aime pas Bidule et que donc on ne travaillera jamais avec Bidule, etc. Je pense que cette continuité désordonnée, qui tient beaucoup aux aléas de la vie, est assez importante. Alors cela dit, il y a quelques tricheries temporelles, c'est-à-dire qu'on a réuni les 3-4 documentaires à un moment, on a réuni on fait aussi une espèce de réunion, je crois, des consultations, voilà, un petit chapitre là-dessus ou un petit paragraphe ou 2 là-dessus, parce que ça voilà. Mais sinon, je pense que le désordre de la vie est important dans la... Je ne sais pas si les gens, Juliette Wölfling, par exemple, a interviewé par vous, vous avez parlé de chronologie ou pas, ou si vous avez thématisé les choses, mais il me semble que être chronologique n'empêche pas
de thématiser, puisqu'on peut dire bien sûr qu'on parle de la même personne qu'il y a 100 pages, ou revenir à un thème commun. Par exemple, je pense à celui qui est souvent traité dans les films français, La bourgeoise et le loupard, et dont j'ai monté en tout cas 2 exemplaires, un très mauvais, un très bon, etc. Voilà, donc tout ça, je pense que la thématique se fait bien au cours du temps, je trouve, et c'est bien parce que ça crée des rappels, et du coup, j'aurais la prétention de dire que j'aime bien que le livre soit aussi un peu, entre guillemets, comme un roman. Vous parlez beaucoup de succès et d'échecs des films, que les films étaient bons et mauvais. Comment est-ce que vous vous positionnez quand un film au final se révèle être très bon ou au contraire se révèle être très mauvais? Alors, il y a un gros problème là qui m'est arrivé l'autre jour auquel j'ai pensé, c'est qu'effectivement ces jugements sur les très bons et très mauvais, c'est très pernicieux, parce que très bon, est-ce que ça veut dire très vu? Est-ce que ça veut dire qu'il a marché? Voilà, alors bien évidemment, la plupart du temps, je pense très bon, ce que j'apprécie moi personnellement, artistiquement. Mais souvent, je m'aperçois que dans le livre et dans la vie, et quand je monte avec les gens, je dis souvent quelque chose qui en fait m'horrifie, qui est si on pense au spectateur, etc. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de le spectateur, le cher public, tout ça, ça existe totalement, mais ça n'existe pas, et surtout ça ressort totalement du cinéma industrie, et pas du tout du cinéma, et pas du tout, enfin beaucoup moins du cinéma artistique, voilà. Donc j'étais assez gêné finalement de voir que j'employais la dialectique le spectateur va rien comprendre avec des réalisateurs, parce que finalement, quand j'y repense, ça peut être d'une certaine malhonnêteté. Mais évidemment, je dirais que ça ne l'est pas pour les gens qui n'ont pas la grande hauteur de vue et le sentiment artistique assez fort pour dépasser la réflexion basique. Est-ce que ça va être compris par le spectateur? Et que c'est vrai que les gens qui s'envolent artistiquement, je dirais que je fais beaucoup plus confiance quand je monte leurs films. Je pense à Garel, je pense à Piala, je pense à Manuel Poirier, ce qui n'exclut pas les autres, hein, mais que leur envie, leur désir, leur appréciation du montage du film, pièce à pièce, parce qu'ils sont dans une certaine hauteur artistique, évidemment, est plus importante que de revenir à zéro sur que va en penser le spectateur, etc., qui est donc, encore une fois, je me résume, une méthode à pratiquer avec les gens qui n'ont pas une grande hauteur, un sens artistique encore épanoui, je dirais. On va reprendre la structure du livre également dans l'entretien, en tout cas au début. On va revenir à comment vous avez débuté dans le métier, en quelque sorte, mis les mains dans le cambouis, par un premier stage en 1964 dans un laboratoire. Qu'avez-vous appris dans ce lieu particulier ? Et alors, il y a 2 qualités pour moi énormes à ces 6 mois. C'est le changement de milieu. J'ai été exempté du service militaire tout à fait à l'époque, parce que pour des raisons diverses. Et donc, ça a été, en quelque sorte, mon service militaire, c'est-à-dire mon bain dans une autre couche sociale que la mienne. Voilà, ça, je trouve, c'est quelque chose de très important. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi large que le service militaire, parce que je n'ai pas côtoyé de paysans, j'ai côtoyé des ouvriers. Mais néanmoins, c'était bien de passer de la situation d'un fils de bourgeois aisé au milieu ouvrier, encore une fois. Bon, ça, c'était vraiment très important. Et puis, ce qui est quelque chose de la mémo, je dirais, parce que c'est aussi un bain dans la réalité, c'était le devenir de la pellicule. C'est-à-dire comment le laboratoire accueille le soir, après les journées de tournage, les négatifs tournés, et comment ça en ressort le lendemain en bobine de rush et 6 mois plus tard en copie standard. Et tout ça, c'est ce trajet qui passe par la chimie, hein, l'étalonnage, les bains chimiques, l'étalonnage, le montage négatif, etc. Tous ces services qui sont des moments de fabrication de la pellicule et du film qui va un jour s'avérer fini. Voilà, tout ça, c'était vraiment passionnant. Et de fait, en vivant les aventures de la pellicule, je voyais se dessiner un métier possible. Alors que je disais pas qu'avant je savais pas ce que c'était, puisque j'avais fait comme beaucoup de gens des films en 8 mm et que je les avais montés, vaguement sonorisés, etc. Donc je connaissais un peu la petite cuisine. Mais là, on rentrait justement dans la grande cuisine avec des étapes extraordinaires comme l'étalonnage, où on peut effectivement modifier la lumière des plans, etc. Et puis les trucages aussi, ça c'était d'ailleurs en l'occurrence un service où on ne passait pas quand on était Vous parlez beaucoup des secrets oui, c'est ça, de c'est fabrication. Ouais. Chaque laboratoire avait sa façon de faire les trucages. Et il y avait un peu ils ne désiraient pas qu'il y ait de l'espionnage industriel là-dedans. C'était les secrets de fabrication de chaque laboratoire. Ils faisaient les trucages chacun à leur façon. Et je pense que là, ils
ils se mélangeaient pas leurs recettes, c'est sûr. Et pourtant, vous, sur la manipulation de la pellicule, vous dites la manipulation concrète et jouissive des deux pellicules images et son qui seront ensuite livrées synchrones dans la salle de montage. Vous parlez beaucoup de travailler la matière directe, physique, matérielle. Vous ne savez pas si vous allez encore être monteur. Oui, mais c'est là où ça se dessine. Mais c'est là où ça se dessine, en fait. C'est là où ça se dessine, parce que c'est vrai que la concrétisation de l'image qui est donc grise, puisque c'était surtout des films en noir et blanc, qui apparaît comme une matière grise. Tiens, c'est drôle que ça on dise matière grise. Et le son qui était à l'époque marron, etc. Toutes les deux pellicules perforées, tout ça rentrant dans une espèce de mathématique, mais d'où encore une fois va sortir de l'art. Et puis ces manipulations simples, le synchronisme, voilà, sur le positif image, on peut regarder une image, c'est quand même c'est comme les diapos 24-36, donc on peut sauf dans les plans très larges, on peut quand même percevoir ce qu'il y a dans l'image. C'est assez précis. Voilà, tout ça donne un goût très concret pour ce qu'avait été pour moi le cinéma, c'est-à-dire découverte particulièrement de Bergman et une petite fabrication 8 mm. On se dit que ça va aller plus loin, que ça va continuer et que ça va fabriquer un métier. Il n'y a qu'à voir le fait qu'on peut synchroniser un son et une image ensemble. C'est déjà la première magie, d'une certaine façon. Une magie entièrement basique, hein, même mathématique même, mais c'est quand même, oui, jouissif, vraiment. Je me souviens. Et d'ailleurs, sur les 6 mois de laboratoire, j'en ai passé 3 au service production à synchroniser les rushs. Est-ce que vous étiez également cinéphile Vous dites des fois cinéphage oui, dans le livre. J'aime mieux, oui. Quelle est la différence plus désordonné, ouais. J'ai des trous immenses. J'ai jamais vu Intolérance de Griffith. Cela dit, c'est parce que le racisme me paraît une saloperie. Mais il y a d'autres films qui ne peuvent pas être critiqués sous ce titre-là et que je n'ai pas vu. J'ai des trous partout et puis de temps en temps, je vois des... Voilà. J'avais jamais vu un Epstein. Je me suis acheté il y a 3 mois un coffret Epstein. J'en ai vu 2-3. Un que j'aime pas du tout, un que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est ça que j'appelle un peu cinéphage. Par exemple, je suis pas très sérieux des films très connus, très reconnus. Je les aime pas du tout forcément. Et j'avoue que je ne vais pas chercher très loin dans l'analyse quand quelque chose me plaît pas, comme celui de Epstein, là, qui est une histoire d'amour qui m'a pas du tout plu. Je me souviens plus de son nom, mais voilà, je le rejette immédiatement sans aucun respect cinéphilique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je bouffe du cinéma plus que j'en analyse. Alors que quand je le fabrique, au contraire, cette brique manquante, l'analyse, je la pratique énormément. Parce que je suis partie de la fabrication, j'ai quelque chose à voir dans la fabrication, je ne suis pas en position d'un spectateur qui aime ou qui n'aime pas. Est-ce que les films que vous montez et les films que vous regardez, ce sont les mêmes ? Que vous aimez en tout cas regarder ? Non, pas forcément, parce que j'ai monté pas mal de films que je n'aime pas vraiment. Il y a même un Truffaut que je n'aime pas du tout, qui est Une belle fille comme moi, enfin voilà. Mais il est vrai que quand on travaille avec quelqu'un, bien évidemment, on se lie d'amitié, d'estime avec lui, et que même ces films moins réussis, d'abord parce qu'on participe à la fabrication, mais oui, on les estime. Enfin, en tout cas, on les met sur un endroit où on ne se permet pas de les mépriser, de les critiquer, en tout cas tant qu'ils ne sont pas finis. Et après, comme je vous le dis de La belle fille, quelques années après, on se dit, bon, ben voilà, c'était pas réussi. Par contre, quand on voit des films, c'est pas du tout. Justement, on peut être très, très plus bête, comme je disais tout à l'heure. Hein, j'aime pas, ce qui est tout à fait ridicule. C'est pour ça que toutes les critiques avec des petits machins, des étoiles et tout ça, ça atteint un ridicule absolu, puisqu'il ne s'agit pas de noter, mais il s'agit bien évidemment d'analyser. Voilà. Vous n'avez pas fait l'IDEC, qui est l'école de cinéma qui formait les monteurs de la profession à l'époque et qui est devenue la FEMIS aujourd'hui. Est-ce que vous aviez eu l'idée de passer parce qu'il y a un concours pour rentrer dans cette école. Est-ce que vous aviez envie de passer cette école ou est-ce que le laboratoire était une autre façon de... Alors, le laboratoire était une porte de sortie ou plutôt d'entrée, alors que je voulais au départ être cadreur, donc faire Vaugirard, donc faire Matélème, et faire Vaugirard parce que j'étais plus intéressé par la photo, bien sûr, mais surtout par le l'école de Lumière aujourd'hui Quelle école de Lumière aujourd'hui, qui était rue de Vaugirard, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup faire l'andouille dans mes études. Et puis, donc, j'ai même pas eu mon premier bac. À l'époque, il y avait 2 bacs, en première et philo, ou Matélème. Et donc, j'ai même pas... je me suis fait virer de l'école alsacienne. Puis, j'ai fait une autre première dans un lycée qui était trop dur pour moi, qui était Nanterre, qui était un lycée formidable, où j'ai vu que vraiment... bon, ben, j'atteindrais pas ça, quoi. Voilà. Puis j'avais déjà un peu perdu l'envie.
d'étudier, ce que je regrette évidemment, parce que j'aurais bien fait une licence d'histoire, j'aurais bien fait 17 langues vivantes, voilà, j'aurais bien fait des tas de trucs. J'ai fait d'ailleurs du grec et du latin, et j'ai adoré ça, alors que j'étais pas très fort, donc c'est pas que j'étais pas intéressé par les études, c'était que, voilà, c'est l'adolescence, quoi. Ça déconnait quand même un peu. Et donc j'ai pas pu faire Vaugirard, et puis, puis j'ai fait, heureusement je suis tombé très vite sur la deuxième année là, où j'ai arrêté de travailler, j'ai trouvé ce stage de laboratoire, et ça m'a sauvé d'une certaine façon. Pas d'une certaine façon, ça m'a entièrement sauvé. Ouais. C'est là peut-être aussi où vous avez compris ce qui est l'essence du montage. Vous dites dans le livre « Je crois comprendre une forme possible de collage, de peinture, de juxtaposition. Ça se balade dans d'infinies variations sur la bande illuminée. » Oui, ben c'est clair. Je vais pas le paraphraser, c'est à peu ensuite, près ça, oui. Et ensuite, vous devenez assistant monteur. Oui, stagiaire d'abord, stagiaire. On est d'abord stagiaire, oui, stagiaire. Oui, alors ça c'est ingrat. La première fois, c'est assez ingrat, mais c'est quand même amusant parce que vous êtes sous l'assistant qui est lui-même sous le monteur. Voilà, chef monteur. Oui, c'est ça, c'est très hiérarchisé. Et donc, on fait un boulot là, d'un stagiaire à cette époque qui n'est pas très rigolo, c'est qu'on composte la pellicule. On numérote la pellicule, image et son, les deux bandes synchrones dont je parlais tout à l'heure, sont numérotés tous les pieds. Il y a le numéro du plan, le numéro de la prise et le numéro qu'on appelle de piétage, puisqu'effectivement, il intervient tous les pieds, c'est-à-dire toutes les 16 images. Et donc, il y a par exemple le plan 14, prise 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 16 images plus tard, 0, 0, 2, 3 images plus tard. Donc comme ça, on peut retrouver toutes ces images. Il y a un numéro qui permet de retrouver les chutes quand la pellicule est coupée et qu'elle s'étale sur... Il y a une photo d'un chutier à un moment dans le livre, là, qu'elle s'étale sur des clous de chutier avec des bêtes de pellicule, mais le gros problème difficile, c'était quand on se trouve avec une chute de moins 16 images, de 14, qui est entre les deux numéros de piétage, il faut regarder à l'image où ça peut se recoller, avec l'image elle-même, c'est-à-dire reconnaître, donc on met les deux images l'une sur l'autre, en transparente, et on voit si elles cadrent quasiment, puisqu'évidemment ça a bougé d'un 24e seconde, donc elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais néanmoins, on peut les reconnaître. Et de temps en temps, arriver à recoller des chutes trop petites, même quelquefois il y a des chutes de 2 images, de 3 images, c'est un peu l'enfer. Donc, entre le numérotage de ces pellicules et retrouver des chutes minuscules, c'est un métier de fourmi, hein, c'est assez drôle. Heureusement, il y a eu dès ce premier film le pain béni des séquences no good, comme on appelait ça, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, c'est un anglicisme, les séquences mauvaises, donc... ou à retourner. Et donc, il y a quelques boîtes de rush qui sont là et qui ne seront pas montées dans le film. Donc, on peut venir à 5h du matin, prendre ses bobines, charger la Moritone tout seul et essayer d'inventer un peu ce que c'est que le montage tout seul, en mettant des trucs à l'envers, décadrés. Enfin, on fait beaucoup joujou à ce moment-là, mais c'est ce qui permet de tout comprendre, hein, de faire joujou. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai fait un court-métrage, j'ai illico mis un plan décadré dedans, exprès, etc. Voilà, donc tout ça, c'est très ludique, et puis ça permet de comprendre comment fonctionne la machine, et accéder à la place du roi et de la reine, c'est-à-dire du réalisateur et de la monteuse, en l'occurrence, pour voir un peu comment ça fonctionne vraiment, et de se dire un jour, peut-être, on va faire ça. Et évidemment, c'est là où se dessine le fait que ça va être un métier, parce que c'est tellement, même si c'est, je dirais, d'abord rigolo, c'est tellement passionnant d'arriver à construire avec cette matière que... Là, on se dit, voilà, ça va probablement continuer. Sinon qu'après mon premier stage, j'ai eu un trou de 8 mois qui était bien angoissant. Et puis après, j'ai retrouvé 2 petits bouts de stage. Et là, la monteuse de ces films-là, sur laquelle j'ai des petits bouts de stage en fin de film, la monteuse de ces films-là m'a pris comme assistant. Elle m'a fait avoir une dérogation par le CNC, parce qu'en principe, il fallait 3 stages. Là, j'avais 1 stage et 2 bouts de stage, voilà. Et donc, je suis devenu assistant. Et contrairement au film sur lequel j'étais en premier, je n'ai pas eu de stagiaire sur les 2 films d'après, ce qui fait que j'ai dû inventer le métier d'assistant que je connaissais un peu. Sur les films de Truffaut ? Non, sur les films d'un gars qui s'appelait René Gainville. Non, les 2 premiers films, j'étais assistant et tout ça, c'était des petits films. Hein. D'ailleurs, les 2, on n'a pas été payés les 2 dernières semaines. Enfin, c'était vraiment... voilà. Et donc là, j'ai pu apprendre le métier d'assistant que l'assistant du premier film sur lequel j'étais stagiaire n'a pas eu le temps de m'apprendre, tellement il avait de boulot. Parce qu'il faut dire que la monteuse était un peu désordonnée et que c'était pas très... C'est Claudine Boucher qui devait monter le film, et finalement, c'est la femme du réalisateur qui a monté le film. Et donc, c'était pas très rigoureux, disons. Voilà. Et donc, grâce à cette difficulté, j'ai pu apprendre le métier d'assistant un petit peu tout seul. C'est-à-dire que la monteuse quittait la salle le soir en me disant de faire telle et telle chose. Et je ne savais pas forcément comment on faisait ça. Donc, il fallait que je reste jusqu'à comprendre et que le lendemain, le travail qu'elle m'avait demandé soit prêt. Voilà. Donc ça aussi, encore, c'est une période
C'est un peu aussi un des avantages d'avoir loupé l'école d'une certaine façon. C'est-à-dire sa force, quand on trouve sa voie, enfin en tout cas une voie ou quelque chose à faire, ça force à découvrir tout seul un certain nombre de choses. Et c'est comme, oui, je dirais comme conduire par exemple, c'est plus dangereux évidemment, mais quand on apprend d'un petit dérapage sous la pluie, qu'il faut surtout pas freiner en pleine chaussée mouillée, voilà, c'est un peu comme ça aussi qu'on apprend le métier. Et auprès de la monteuse Claudine Boucher, justement, vous êtes assistant monteur à l'automne 67 sur un film du réalisateur français issu de la nouvelle vague François Truffaut, intitulé La mariée était en noir, et vous continuez à ce poste d'assistant sur 5 films sous plusieurs monteuses. Quel est le rôle d'un assistant dans le processus de création d'un film et surtout d'un film de Truffaut? Alors là, je crois que ça a pas mal changé là, parce que quand je vois aujourd'hui, moi je donne beaucoup de séquences, en général celles que j'aime pas, à monter à mes assistants. À l'époque, ça se faisait pas. Ni Claudine Boucher, ni Agnès Guillemot ne m'ont jamais donné aucune séquence à monter, hein. Et on est autorisé, en tout cas avec Guillemot, qui était un peu plus raide que Claudine Boucher, à donner son avis que sous condition, c'est-à-dire si on vous le demande. Voilà. Je me suis permis une fois, dans Baiser volé, de donner mon avis, de faire même une proposition de montage, sans en avoir parlé à Agnès d'abord, donc en parlant à Truffaut directement. Et j'ai vu son regard qui m'a fusillé. C'est des choses qu'on ne faisait pas. Disons que la hiérarchie était plus respectée telle qu'elle à l'époque, mais parce que justement, comme on était des équipes de 4 personnes, finalement, les réalisateurs, le monteur ou la monteuse, l'assistant ou l'assistante et le stagiaire ou la stagiaire, c'est que ça formait quand même un groupe, je dirais, un ensemble véritable, où les gens s'appréciaient, ou plus ou moins d'ailleurs, mais où le metteur en scène demandait son avis au stagiaire, bien sûr, aussi, etc. Mais de la chef monteuse ou du chef monteur au stagiaire, il y avait quand même une petite envie de hiérarchie, hein. Je l'ai bien vu quand j'ai fait un pas en avant sans demander si je pouvais. Justement, ce rôle d'assistant, il est quand même assez ingrat dans le montage. Finalement, on ne monte pas et vous avez fait ça très longtemps. Est-ce que vous pensez que c'est cependant, en tout cas à l'époque, est-ce que c'était un passage obligé et nécessaire peut-être ? Oui, parce qu'il y a un volet dont je n'ai pas du tout parlé, qui est capital, c'est d'apprendre, évidemment. C'est-à-dire, et ce qui est amusant là, c'est qu'on apprend justement, comme il y a de la hiérarchie, qu'on ne vous dit pas tout, c'est d'apprendre avec l'oreille. Alors le premier film, par exemple, où j'étais stagiaire, la Morrison à cette époque-là était derrière, sous un dais noir, caché par des rideaux. Et donc moi j'entendais le réalisateur qui disait coupe Morissette, parce que la monteuse s'appelait pas Morissette, sa femme s'appelait pas du tout Morissette, mais il disait ça comme une espèce de gag comme ça, et il disait mais on peut pas couper là, attends, réfléchis, si, vas-y, coupe là. Donc je me disais qu'il y avait une lutte là, voilà, encore une fois, cette histoire de lutte, ça fonctionne à mort, et donc c'est assez formidable en entendant le son du dialogue, ou pas dialogue, ou des sons de la séquence qui file, d'entendre la Morrison s'arrêter, et machin qui dit coupe, l'autre qui dit non, on peut pas couper là, parce qu'on essaie d'imaginer derrière ce rideau noir à quelles images ils se disent ça, puisqu'on connaît un peu l'image, on l'a vu en Rush, puisqu'à cette époque totalement bénie sur ce plan-là, on voyait les Rush avec toute l'équipe, donc chacun voyait les bêtises qu'il avait fait sur le tournage, tu vois, c'était chaque soir, c'est-à-dire il y avait la projection des Rush. Chaque soir, il y avait la projection des Rush de la veille, oui. C'est ça, puisque... tout ce qui a été tourné, en fait, dans la journée. Ça, tout ce qui a été tourné le lundi, on le voyait le mardi soir, avec toute l'équipe. C'était vraiment très bien, avec 6 prises de chaque plan et tout ça. Au début, d'ailleurs, je me rappelle, ma première projection de Rush, c'était complètement effrayant, parce que je voyais 6 prises, et quand on n'a pas l'œil de ces trucs-là, on trouve que c'est énorme et lassant de voir 6 fois la même chose, et on ne perçoit pas, à la première projection, je ne perçois pas les différences. Puis peu à peu, on s'habitue, et on se dit, ah oui, c'est marrant, là, il a dit sa réplique en do mineur, et là, il l'a dit en fa majeur. Alors peu à peu, on s'habitue, on commence à comprendre un peu comment c'est fabriqué, sauf chez les metteurs en scène inintéressants qui font les mêmes prises à chaque fois, disons, c'est-à-dire bien carré, pour être bien sûr que ça soit dit pile comme ça et pas autrement. Bon, ça c'est un autre sport dont on s'aperçoit vite que c'est pas très intéressant, disons. En termes d'apprentissage, vous expliquez aussi qu'en tant qu'assistant, vous développez une méthode de travail et vous la décrivez dans le livre en ces termes. J'apprends comment organiser la salle de montage en dessinant au mur des tableaux de couleurs qui définissent chaque opération aboutie, pellicule synchronisée, numérotée, montée, liste des sons seuls. J'étiquette avec des couleurs symboliques les boîtes de pellicule, chute double, son seul, copie travail image.
copie, travail son, direct, doublage, effet, bruitage. En fait, à ce moment-là, vous avez appris Ça, c'est la période des énormément. 2 assistanats avec, elle s'appelait Monique Kirsanov. Ça, c'est la période où j'étais sans stagiaire et où je vous disais donc tout à l'heure que j'étais forcé et contraint d'apprendre et d'inventer les choses auxquelles je ne... Mais voilà, c'est une méthode que vous avez continué à utiliser Oui, de toute façon, c'était à peu près les méthodes que tous les assistants utilisaient. Sinon, chacun a ses petites inventions. Moi, j'ai eu une invention. J'ai une assistante après qui a inventé un truc formidable qui permettait d'enlever des images et sons de la copie en les entourant dans un noyau, mais sans les rayer, tout ça, en mettant un élastique autour du noyau, ce qui permettait que la pellicule ne rie pas sur le noyau et que ça ne raye pas la pellicule image, parce que la pellicule image, elle est soumise à des traitements un petit peu violents. Quelquefois, ça peut casser dans la Moritone. Quelquefois, il y a des déchirures qui sont réparées sur 1 mètre en traviole et tout ça, ça se voit beaucoup. Et puis, l'histoire des fins de bobine, que si qu'on laisse décharger et clac, 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 dont la matière tape sur la Moritone et qui se raye. Donc voilà, tous ces petits trucs, faut les apprendre peu à peu. Mais en gros, bien sûr, tout ce que les assistants ayant fait l'IDEC ou n'ayant pas fait l'IDEC font, c'est à peu près les mêmes opérations. Ce ne sont pas des opérations très compliquées. Tout ça ressort quand même d'une certaine logique, d'une certaine obligation à ranger correctement pour que les choses soient retrouvées. Donc là, c'est la partie assez carrée. Mais je dirais pas, comme vous m'avez posé la question, que c'est ennuyeux ce boulot, pas du tout. D'abord parce que justement, non, ça n'est pas, parce que d'abord on sait que ce qu'on fait sert à quelque chose, puisqu'évidemment on fait aussi une fois que c'est passé sur la Moritone, on fait aussi la vérification de la synchro. À la synchroniseuse, on vérifie, parce que quelquefois les monteurs coupent un peu vite, et puis ils se trompent d'un pied, par exemple, de ces images. Et comme il laisse la pellicule défiler vers le bas, qui ne vérifie pas la synchro en remontant la bobine, quelquefois, en montant vite, disons, l'assistant doit passer tout ça à la synchro et vérifier au petit poil que c'est synchrone, etc. Donc, au contraire, on participe à cette construction, évidemment, surtout sur le côté mathématique, hein, mais néanmoins, on est très heureux quand même de faire ces petits raccords de peinture. On peut comparer ça à quelqu'un qui ferait des raccords de peinture quand c'est une maison air peinte et que le gars dit tu regarderas les coins si c'est bien fait, etc. Ce côté-là est très agréable. Ça, plus apprendre à l'oreille ce que se raconte, parce que se raconte le monteur et le réalisateur ou la réalisatrice, voilà, etc. Tout ça, ça fait que c'est très passionnant. On est quand même dans un espèce de jeu de piste. C'est quand même assez formidable. Et puis après, le gros bonheur, c'est quand on découvre en projection que tout ça, justement, effectivement, ça commence à former un tout. Et puis d'ailleurs, de temps en temps, on a fait des bêtises. Je me souviens qu'une fois, j'avais laissé un coupé, tout ça, dans une projection. C'est pas là, on se mord les doigts quand même. On se dit, aïe, parce que c'est vrai que ça fout en l'air la vision d'un film. Je sais pas quoi, un deuxième montage et tout, où il y a un coupé en plein dans un plan de Delphine Seyrig, c'était baiser volé. Là, on tremble, on se dit, ça y est, je suis viré. Fin de carrière. Alors évidemment, comme Truffaut est absolument adorable, il dit, c'était intéressant ce petit son là au milieu du plan de Delphine. Et lorsque vous êtes assistant monteur sur les films de Truffaut, vous dites aussi « Je comprends en regardant que le monteur remet en scène ». Ah oui, enfin possiblement, hein, oui. Bien sûr que c'est une possibilité. Le monteur peut remettre en scène, évidemment. D'abord parce qu'il y a une chose basique qui est qu'on peut dire, enfin un peu violemment, c'est que une scène tournée en champ contre champ, c'est une sorte d'abdication de la mise en scène, puisque la mise en scène réelle, le rythme et les gens qui sont on, celui qui est on, celui qui est off, etc., ça va se jouer à la fabrication du montage, et non pas, donc ce n'est pas décidé sur papier ni sur le plateau avant, donc il y a pour le moment une certaine abdication de la mise en scène, qui est donc, cette mise en scène est donc proposée d'abord par le monteur, ou si c'est un réalisateur qui est tout le temps au montage, faites par les deux ensemble, hein. Mais sinon, c'est le monteur qui propose sa première vision du rythme et qui décide des on et des off, donc c'est lui qui fait cette mise en scène. Voilà, ça c'est le cas extrême, hein, les chants contre chants. Mais bien sûr, dans le reste aussi, puisque un plan séquence peut être beaucoup raccourci par le début, commencer plus tard qui n'a été filmé, finir avant, etc. Voire plus tard, je dirais plus tard dans l'avancement du travail de montage, coupé par le milieu, c'est-à-dire ellipsé au centre ou plusieurs fois, etc. Donc oui, on peut refaire d'une certaine façon la mise en scène, ou plus exactement, peaufiner la réalisation, disons. Votre premier film comme monteur au-dessus de l'assistant, donc vraiment la personne qui est en charge du montage, c'est un film de Truffaut, Les Deux Anglaises et le continent en 71.
Vous le suivez ensuite sur Une belle fille comme moi en 72, sur La nuit américaine en 73, sur L'histoire d'Adèle H en 75, sur L'agent de poche en 76, qui est votre ultime collaboration. Dans le livre Le spectateur zéro, Yann Dedé, vous décrivez l'inquiétude de Truffaut avant chaque première projection. Il dit « C'est un bon départ d'être affligé parce qu'on a tourné, ça permet de faire repartir l'envie à zéro. » Est-ce que être spectateur zéro, c'est aussi refaire naître l'envie d'un film, l'idée même du film, après le tournage et peut-être contre ce dernier? Alors d'abord, ce que je disais tout à l'heure, là, que disait Truffaut, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette merde? C'est pas avant la première projection, c'est à la première projection, qui est en général un désastre pour tous les metteurs en scène. Le seul, je crois que je n'ai pas beaucoup d'exemples où la première projection était bonne. Il y a L'ennui de Cédric Kahn, où voilà, la première projection, il y a eu du travail après, mais enfin, c'était quand même le film était quand même venu assez facilement. Bon, sinon c'est forcément catastrophique. Même si le metteur en scène a monté avec le monteur, hein, même si c'est pas que majoritairement un travail du monteur, c'est-à-dire des propositions, comme je le disais tout à l'heure, du monteur. Parce que bien évidemment, comme je l'ai vécu moi sur mon film, le fait qu'on vise de sauter à 100 mètres et qu'on atteint péniblement les 49 mètres et demi, ça existe dans tous les films. Hein. Donc c'est vraiment la première projection, on tombe de haut, c'est le cas de le dire, hein, on tombe vraiment de haut. Et donc, alors, c'est pas tellement, je veux dire que c'est pas tellement enfin, ça peut être le monteur hein, qui remet un petit peu les chevaux en course, mais en général, il faut que le réalisateur ait un peu envie et qu'il ait lui aussi envie de s'y mettre tout de suite et pas de déprimer et de mettre la main à la pâte parce que c'est pas un monteur tout seul qui peut, enfin, il peut avoir des points de vue sur les choses. Se dire qu'il faut absolument couper tel et tel genre de choses, qu'il faut absolument que certaines scènes aillent plus vite, que certaines scènes soient déplacées, etc., qu'il manque éventuellement quelque chose qu'on pourrait peut-être tourner ou dont on pourra peut-être garder des traces en doublant des phrases en plus, des choses comme ça, des éléments qu'il faut ajouter. Donc toute cette cuisine, là, voilà, elle peut être encore une fois proposée par le monteur, mais si le réalisateur ou la réalisatrice n'est pas moteur et pense qu'un film, dans son premier montage, c'est ça et qu'il n'y a rien à faire, là, c'est un peu embêtant. Et d'ailleurs, tous les réalisateurs que j'ai vus contents de leur premier montage, en général, ça n'a plus avancé d'une certaine façon. Et justement, vous parlez de Truffaut qui se demande constamment s'il ne s'est pas trompé de film. Oui, c'est un peu une façon de parler, hein, mais c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il se pose des questions sur chaque séquence. Il a un doute quand même sur il se demande si ça va dans le film. Comme en plus, c'est quelqu'un qui refaisait souvent comme je le dis, à un autre moment, qui refaisait de temps en temps les mêmes séquences les plus difficiles à tourner parce qu'il les ratait, donc il les éjectait d'un film et il les recasait dans un autre. Donc effectivement, il y avait quand même un peu le fait de se demander si cette séquence rejouée X fois, enfin refabriquée, rejouée dans des conditions différentes par des acteurs différents X fois, avait vraiment sa place parce qu'elle avait surtout de fait sa place dans l'univers truffaldien, mais dans ce film-là, c'était la question. Donc c'est en ça que je dis qu'il se posait des questions. Mais c'est aussi une manière d'inventer d'autres formes au montage pour lui. De douter. De douter de ce qu'il a tourné, c'est une manière de réinventer d'autres choses. Oui, bien sûr, de réinventer par le montage des choses, oui, c'est ça, de doubler des choses, de les accélérer, de les ralentir, oui, bien sûr, de les cuisiner rythmiquement, oui. Et il faisait beaucoup de trucage, pardon, je continue sur cette idée-là, parce que c'est important chez Truffaut, les gens ne faisaient pas tellement, ou des choses assez formelles, des fondus en fin de séquence, des choses comme ça, mais Truffaut faisait énormément de séquences, des recadrages, des volets qui cachaient un personnage, un plan qui marchait en arrière pour donner une démarche bizarre à quelqu'un, des choses comme ça. Il faisait énormément de trucage. Ce qui affolait d'ailleurs son directeur de production, Marcel Berber, parce que évidemment ça coûtait très cher et que comme Truffaut n'était pas toujours content des trucages, il fallait les refaire. Truquer, c'est très cher, il faut un intermédiaire positif, un intermédiaire internégatif truqué, et puis un tirage positif pour l'intégrer dans la copie quand on est au montage. Toutes ces opérations coûtent très cher, alors quand c'est raté, il faut tout refaire. Voilà. Mais il aimait beaucoup ça, et ça permet effectivement beaucoup de réécriture et beaucoup de réinvention de choses qui avaient l'air pour lui rater. En quelques mots, comment est-ce que vous pouvez qualifier votre relation avec François Truffaut ? Atome crochu, je crois que je le dis, c'est atome crochu. On sait jamais beaucoup. De toute façon, il parlait pas tellement, il n'était pas tellement dans l'explication. C'était un homme très actif, je trouve. Alors, quand il parlait de montage, il parlait pas du sens spirituel des choses, etc. On disait on va mettre ci avant ça, etc. C'est très concret, hein, comme ça. Et de la même façon, dans ses rapports avec les gens, en tout cas avec moi, par exemple, on s'est jamais beaucoup parlé. On s'est jamais parlé, je dirais, de questions de fond.
ni même sur le film, ni même sur puisque je vous dis que c'était super actif, mais il y avait quelque chose qui fonctionnait. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'au bout de 4 films montés par Guillemot, il m'a demandé de monter le 5e en me faisant poser par son directeur de production dont je parlais tout à l'heure, là, Marcel Bleurbert, une espèce de question piège qui était si François vous demandait d'être assistant avec Agnès sur le prochain film, qu'est-ce que vous diriez? Et j'ai senti le vent tourner, donc j'ai dit non pour l'assistanat. Et la question suivante, c'était si François vous demandait de monter le film, qu'est-ce que vous diriez? Vous pensez si j'ai failli m'évanouir, bien sûr, et dit oui immédiatement. Avec trouille, mais justement avec confiance par rapport à ce que je sentais entre nous, quelque chose que j'appelle les atomes crochus. Le courant passait, le courant passait discrètement, il passait vraiment. Comment est-ce que vous arriviez à décider avec lui qu'un film était terminé? Alors ça, c'est extrêmement compliqué. Ça, c'est vraiment l'histoire du film terminé, c'est vraiment terrible. Il y a plusieurs figures qui peuvent se présenter où on se met à couper trop et on sent qu'on est en train de bousiller quelque chose qui avait du charme, donc il faut un peu revenir en arrière. Mais je dois dire que la tentation est toujours de continuer, et par la lassitude qu'on a de voir certains plans qu'on voit au montage dans leur même longueur depuis 6 mois, quelquefois on a la tentation de la raccourcir. Et bon, c'est là où je parlais de cette étape dangereuse qui est trop raccourcie. Voilà. Alors décider que c'est fini, oui, quand on se dit qu'il n'y a plus rien à faire, je ne sais pas. Hein. Ça dépend des metteurs en scène. Hein. Truffaut, ça allait assez loin, puisque même on faisait, mais ça on le fait avec beaucoup de metteurs en scène, des modifications pendant le mixage, alors qu'en principe l'image est censée être solidifiée. C'est trop difficile. C'est tellement au film par film, ça. Il y a un moment où ça ressemble à ce qu'on peut faire, entre guillemets, faire de mieux, mais c'est vrai que l'expression faire de mieux, c'est triste. Hein, ce qu'on peut faire de mieux, parce qu'on se dit toujours qu'on peut aller plus loin, qu'on peut ça. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un danger. Vraiment, il faudrait analyser toutes les fins de film pour savoir le jour où on s'est dit, bon, voilà, c'est le film, quoi. Il y a quand même, je dirais que c'est plus instinctif. Il y a un moment où, voilà, c'est la phrase toute simple que je viens de dire, c'est le film, voilà. Ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le film. Ou c'est probablement à 99% le film le mieux qu'on peut faire avec ce qu'il y a, encore une fois. Voilà, c'est vraiment compliqué. On dit aussi parfois de certains réalisateurs qu'ils sont avant tout des monteurs. Est-ce que c'était le cas de Truffaut? Alors Truffaut, oui, il est monteur, oui, il a le goût du montage, mais il n'a pas le goût de la couture fine, je dirais. Il ne vient jamais il ne vient jamais à la salle pour fignoler image par image les raccords et des choses comme ça. Son truc à lui, c'était de voir le film en entier en projection. C'était la fluidité de la narration totale, la compréhension de la narration totale. Je me dis qu'il était plus dans une structure générale, d'une certaine façon. Non pas qu'il n'ait pas d'idée de montage, il en a plein, tripler un plan, etc. Il a fait plein de choses, il a proposé, et il a fait faire plein de choses à Claudine Boucher et à Guillemot, et c'est toi qui l'a demandé. Mais néanmoins, sa grande qualité, parce que je trouve que c'était une qualité de pouvoir apparemment laisser faire un peu les autres, etc. Et d'ailleurs, les réalisateurs qui laissent faire les autres sont toujours beaucoup mieux servis par ces gens-là, puisqu'ils peuvent déployer leur talent librement, ce qui est mieux que de le déployer menotté, évidemment. Voilà. Avant de parler d'un autre grand cinéaste avec lequel vous avez collaboré, nous voulions évoquer avec vous votre rapport à l'image. Beaucoup de films que vous avez montés ont été tournés par certains des plus grands directeurs de la photographie, Nestor Almendros, Pierre-William Glenn, Caroline Champetier, William Curran, Jean-Yves Escoffier, Éric Gauthier ou encore Claire Maton. Vous détaillez dans le livre leur style, leurs images, leurs plans, leur lumière. Alors qu'est-ce que c'est la lumière comme matière pour vous, Yann Dedé? Je dirais plutôt que la première matière, c'est le cadre, puisque pour finir, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je voulais faire du cadre en premier. C'est un peu le même métier, le montage et le cadre, dans la mesure où monter, c'est découper du temps, et cadrer, c'est découper de l'espace. Donc je dois dire que c'est surtout avec les cadreurs que je travaille. Je veux dire que quand je monte, c'est surtout au cadre que je pense. Bien évidemment, si la lumière se modifie, qu'il y a un flou qui bave sur un des côtés de l'écran ou des choses comme ça, je ne l'évacue pas forcément du tout, mais je m'en sers aussi. Mais néanmoins, la respiration du cadre, je dirais que c'est une des choses qui permet le mieux de suivre, qui donne le plus, qui est le plus, avec l'acteur évidemment, qui est le plus le guide de la coupe, voilà, en général. Mais parce que la lumière, elle se modifie moins que le cadre. Enfin, dans la mesure où c'est un plan qui bouge, évidemment, si c'est des plans fixes, c'est autre chose. La rythmique tient là, elle s'appuie sur les acteurs, et quasiment que sur les acteurs. Et
la musique de leurs phrases, leur temps de silence, etc. Mais quand c'est des plans qui bougent, même peu, c'est vraiment la respiration du cadreur qui aide beaucoup le monteur, enfin, sur lequel il s'appuie énormément. Vous comparez notamment Almendros et Pierre-William Glenn dans les films de Truffaut qui ont différents styles, hein, qui est plus posé et l'autre qui serait plus des films d'action. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous étiez sensible au moment du montage? Ah bah bien sûr, de toute façon, Truffaut aussi. Enfin, Truffaut choisissait Almendros pour faire de la photo et Glenn pour faire du mouvement, oui, bien sûr. On voit bien les films, c'est simple. L'argent de poche, La nuit américaine, c'est Glenn. Adélache, les deux anglaises, c'est Almendros. Voilà, c'est quand même assez clair. Hein, ça, évidemment, ça suit la dialectique du film. Ça. Et en tant que monteur, est-ce que vous aviez... dans le processus de création, des relations avec les directeurs photo ou les cadreurs? Non, pas tellement. Quelquefois, non. Puis alors là aussi, il y a une chose importante qui s'est modifiée, bien qu'on étalonne aujourd'hui énormément plus, c'est-à-dire la grande phrase des opérateurs, maintenant, c'est on peut tout faire. Alors donc on a un plan éclairé comme au théâtre ce soir, partout, et puis à l'étalonnage, on va créer des zones d'ombre et fabriquer donc une belle lumière. De bon temps, avec les vieux, la photo était photographiée, voilà, elle était pensée jusqu'au bout, et on se disait pas qu'on allait pouvoir retoucher ce truc-là, on essayait de faire quand même une photo qui ait de la gueule, voilà, tout de suite. Et du coup, le montage était très guidé par ça. Et alors évidemment, il y avait un travail d'étalonnage, hein. Des plans qui venaient plus chauds, plus rouges, d'autres plus, etc. Mais néanmoins, il y a une chose qu'on ne peut plus faire du tout aujourd'hui, c'est monter couleur contre couleur. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire parce que, enfin, sauf si on discute justement, et ça serait bien de le faire avec les opérateurs, parce que justement, ils essayent d'une certaine façon d'homogénéiser les choses, de les rendre fluides. Mais fluides, quelquefois, c'est pas bien du tout. Moi, je me rappelle très très bien avoir monté des plans rouges contre des plans verts, et il était hors de question d'essayer de rattraper ça par un espèce de rouge-vert mélangé dans la colure. Enfin, ça paraîtrait complètement idiot. La valeur d'un plan intrinsèque en lui-même, et la valeur de la colure est importante, effectivement elle est fluide, si la narration doit être fluide à ce moment-là, mais si elle est bousculée, si la narration nécessite un bousculement, voilà. Et ça c'est vraiment embêtant aujourd'hui, parce que avec on peut tout faire, on fait beaucoup de bêtises, et surtout un espèce de laminage par la moyenne, qui est très très ennuyeux, voilà. Vous parlez de plan, c'est une notion peut-être que vous partagez aussi avec les opérateurs, comme matière première du film. Oh oui, d'ailleurs, on aimerait bien faire un truc un jour avec Caroline Champetier là-dessus, vraiment sur le plan, quoi, sur vraiment ce que c'est que le plan. C'est une notion qu'elle défend. Oui, bien sûr, ça, on est vraiment très, 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 très frères jumeaux là-dessus, parce que c'est capital. Et c'est vrai que je crois que, pour encore faire mon vieux schnock et tout ça, on voit assez souvent dans les films d'aujourd'hui, quand même, il y a une précipitation qui fait que de temps en temps, il y a des plans qui ne sont pas des plans. Ça ne veut pas dire, je ne critique pas du tout les plans courts, hein. Un plan court, mais il faut d'une certaine façon, je ne sais pas comment expliquer ça autrement, qu'il ait une valeur de plan, qu'il ne soit pas là pour fonctionnel, voilà, qu'il ne soit pas là que fonctionnellement, c'est-à-dire pour faire passer d'un plan à un autre parce que ça n'allait pas. Bon, ce n'est pas comme ça que ça se fabrique exactement, il y a quand même une vie de chaque plan, qui est une entité. Ça me rappelle un autre truc de Truffaut, d'ailleurs, qui disait pas de raccord dans le mouvement. Alors, pas de raccord dans le mouvement, ça veut dire quoi? On voit effectivement toutes les choses filmées pour la télé. Le gars lève le bras, et au milieu de la baissée de bras, on raccorde sur un plan serré ou sur un plan plus large, pour bien prouver que c'est exactement le même geste. Or, c'est pas du tout ça. Pour moi, ça annule la valeur du plan. C'est-à-dire pourquoi on passe tout d'un coup en plan large ou pourquoi on passe tout d'un coup en plan encore plus serré, ça nie d'une certaine façon l'écriture de changement de plan. Voilà. C'est comme cette histoire d'étalonnage qui tendrait un peu à égaliser, mais évidemment, je dis ça, c'est par les gens pas très futés, disons. Voilà. Et là, c'est la même chose un petit peu pour le montage. Effectivement, si on ne croit pas, voilà, c'est ça, si on ne croit pas à la valeur du plan qui vient et qu'on n'a pas respecté la valeur du plan qui vient de passer, qu'il soit court ou long, encore une fois, et il y a quelque chose qui se bouscule de façon pas intéressante. Disons que c'est que du narratif, mais du narratif plat. Voilà. Alors, qu'est-ce que ce serait la valeur d'un plan? C'est qu'il ait de la gueule quand il rentre et de la gueule quand il sort. Qu'il ait de la gueule quand il rentre et que quand il sort, on s'en souvienne et qu'il rebondisse. Vous savez, il y a un truc qu'on voit bien quand on projette un plan et qu'il y a du blanc après de l'amorce, etc. Il reste ce qui s'appelle une post-image. Donc,
Ce qui veut dire que l'image d'un plan sortant, elle reste, même si ça n'est pas une image la remplace, donc ça aveugle un peu cette post-image, mais néanmoins elle reste quand même. Bon, je dirais que si elle est coupée un peu n'importe comment, trop vite pour que ça se voit pas, etc., ça nie un peu cette idée que j'ai de valoriser autant la sortie du plan, celui qui s'échappe, que celui qui arrive. Voilà. C'est un peu théorique comme ça, mais quand on monte, on le voit bien. On le voit bien, même quelquefois sans pouvoir en donner de raison, mais on se dit, tiens, c'est marrant, ça se passe pas bien, là. Il y a juste, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a juste la narration, il y a juste machin, et puis truc, après. Mais il n'y a pas de magie entre les deux. Il n'y a pas de véritable lien, il n'y a pas de véritable souplesse, il n'y a pas ou de véritable violence. Dans le livre Le Spectateur Zéro, vous confessez que votre vrai regret, c'est de n'avoir pas monté les films de cinéastes très marginaux qui vous faisaient rêver, comme Jean-Daniel Paulet, Marcel Hanoun, Claude Weiss, Jean-Pierre Lajournade. Pourquoi vous faisait-il rêver ? Parce que c'était des films pas comme les autres, c'était vraiment des films sur la marge. Et comme j'ai plutôt, à part Makeveïev, disons, mais Picarel, non, oui, j'ai pas monté que des réalisateurs, disons, qu'on peut appeler. Truffaut est devenu classique. Puis là, c'est une autre histoire. Voilà, donc les gens qui ne. Je sais pas comment dire ça, oui, qui faisaient pas comme les autres, quoi, par pur goût d'être un peu rebelle, etc. Et puis je dois dire aussi quelquefois, j'avoue bien volontiers, par un snobisme parisien ou un snobisme de pseudo-intellectuels qui pensent comprendre des trucs totalement obscurs. Parce que c'est vrai que parmi les films de Paulet, il y en a d'assez difficiles, où je regardais un Straub hier, hein, c'est quand même... moi j'adore ça, mais quelquefois ça me tombe des bras un peu, etc. Donc quelquefois c'est tellement difficile. Et en fait, je regardais un Straub hier parce que j'avais lu une analyse de Rancière sur De la nuit à la résistance. Et donc je me disais qu'avec les clés de Rancière, j'arriverais. Je ne suis pas arrivé à voir le film. J'ai plus d'intérêt pour l'analyse de Rancière que pour De la nuit à la résistance. Voilà. Donc ça veut dire que quand même ce marginal, ce goût du marginal, de temps en temps déborde tellement. Même des gens vaguement cultivés comme moi, etc., que quelquefois l'intérêt n'arrive pas à se faire. Et alors, dans ceux que je cite, la Paulet, la Journade, il y avait La fin des Pyrénées, c'était formidable. Alors, oui, je dois avouer, là, c'est pas du snobisme et tout ça, mais c'est vraiment du goût du très, très, très marginal. Celui que je préférais, c'est celui qui n'a jamais fait de film long, c'est Robiol, parce que c'est cette idée de fou de vouloir tourner Richard III avec les haut-parleurs qui envoient du Wagner dans le champ de la caméra, plus la rampe à pluie dans le champ de la caméra, tout ça, voilà, tout ça, c'est des idées de fou que moi j'aimais bien. Et on se dit, mais d'ailleurs, il y a une espèce de Robiol aux États-Unis, c'est Tim Burton, hein. Voilà, donc quand même, ce qui est formidable, c'est que ces marginaux infernaux, là, comme ça, il pourrait y avoir des producteurs qui les écoutent et se disent, bah allons-y, on va produire cela. Le type, il est complètement fou, mais ça se voit qu'il est complètement allumé. Ça peut être magnifique, ce qu'il fait, voilà. Et pourquoi ne pas avoir travaillé avec ce cinéma plus marginal économiquement, notamment ? Bon, je sais pas, parce que ça s'est pas fait. Alors là, je sais pas. Paulet, il avait son monteur. La Journade aussi. Robiol, donc j'ai un peu travaillé sur un court-métrage formidable qui s'appelait Rue des Écouffes. Et puis en plus, c'était des gens, beaucoup montaient chez eux. Hein. Ils avaient leur petite Atlas ou leur petite Moriton 16 mm. D'ailleurs, c'était chez Robiol, Rue des Écouffes, là que j'avais monté. Garel, il photographiait et il montait lui-même dans sa chambre. Enfin, voilà, c'est des gens aussi qui ont une économie. C'était toutes petites équipes, et puis c'est des gens très proches. Ils sont 2, 3, hein, quelquefois, ou des trucs comme ça. Moi, la meilleure expérience que j'ai là-dessus de Marginal, c'est Passe-Montagne. On était 12, Villeray compris. Donc là, c'est vraiment... Et 12, c'est bien, hein, 12, c'est bien. Je ne sais pas comment ils faisaient, les autres à 3. Disons que c'est des films plus simples, hein, peut-être ceux de Garel, etc. Mais voilà, je crois que ça ne s'est pas fait parce qu'ils ont leur économie à eux, effectivement. Puis moi, j'étais dans l'économie moyenne du cinéma. Voilà. Enfin, à chaque fois que j'ai fait des films, pas comme les autres, j'étais content, comme le film d'Antoine Lagata, par exemple, à Kahana, ou des choses comme ça, des films très, très pas dans le système. Est-ce que vous regardez aussi des films expérimentaux ? Alors, vous appelez quoi des films expérimentaux Oui, sûrement, mais... des films d'avant-garde, qui peuvent être de l'avant-garde formelle, des Américains, ou même chez les Français aussi. Mécasse, par exemple. Oui, par exemple. Même, voilà, Mécasse, oui. Enfin, les deux frangins. Là, moi, j'adore Alléluia, les collines. Mais l'autre frangin a fait des trucs, là, vraiment très bizarres. Une espèce de journal filmé accéléré. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne m'en farcis pas toute la journée, mais c'est toujours assez... pour le même idée aussi de tout d'un coup passer vers la marge, quoi, de voir un peu ce qu'il y a sur les bords, et pas seulement au centre.
Et ce sont aussi des films qui peuvent irriguer et vous inspirer pour des montages de films du milieu, comme vous dites? Ah oui, ah oui, oui, vous avez raison, ça serait ça même l'avantage supérieur, c'est de leur voler des idées pour les faire arriver dans des films, oui, dans des films du tout venant d'une certaine façon et les faire avancer. Ça me fait penser à une phrase que me disait Caroline Champetier, là, encore une fois, qui était sur parce que je me mettais à pester sur les bonus des DVD en me disant là, à quoi ça sert de faire ce cinéma si c'est pour expliquer la cuisine. Vraiment, c'est vraiment trop pénible. Et Caroline me dit, mais oui, mais l'avantage, c'est que si on... C'est peut-être dans le livre, je ne sais plus, mais en tout cas, ça me plaît tellement que je le répète. Si on délivre nos secrets de cuisine, on va être forcé d'en inventer d'autres. Et ça, je trouve c'est lumineux, quoi. C'est-à-dire là, que le cinéma avance toujours. Et c'est pour ça que c'est bien de piquer des plans de mécasse et d'essayer de les mettre dans les Truffaut, ou une forme de montage de mécasse pour le mettre dans les Truffaut. Et toutes ces cuisines-là sont tout à fait intéressantes, bien sûr. D'autant plus que le mélange est aussi une chose importante et que moi, j'ai surtout pratiqué grâce à Piala. Je trouve que Piala battait en brèche une pseudo-homogénéité des films et que ces films sont extrêmement variés. Je pense surtout à Van Gogh, qui est le film le plus varié que j'ai monté de lui, où il y a des séquences minuscules, des séquences très très longues, voilà, où c'est extrêmement varié en récit. Des séquences qui déconnent un peu, j'allais dire, le moment où autour de Chez l'Idiot, là où ils se poursuivent avec Marguerite et tout ça, on dirait une comédie un peu débile et tout ça. À un moment, c'est assez formidable de mélanger tous ces éléments stylistiquement. Un autre grand cinéaste avec lequel vous avez travaillé en tant que monteur, c'est Philippe Garrel. Vous avez travaillé sur ces films à partir des années 90, à partir de J'entends plus la guitare en 91, La naissance de l'amour en 93, Le cœur fantôme en 96, puis une décennie plus tard, en 2008, sur le film La frontière de l'aube, en 2011 sur Un été brûlant, et enfin en 2013 La jalousie. Mais revenons d'abord en 90, quand vous commencez à travailler avec Philippe Garrel, vous dites qu'il souhaite s'ouvrir à un public plus large, avec des scénarios plus écrits. Et en même temps, vous dites qu'il s'est découvert peu à peu en cinéaste au geste classique, ce que l'existence des scénarios amplifie, et se pose toujours la question de la modernité et du montage moderne. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, ça c'est mon avis sur la question, hein, tout ça. C'est mon analyse voilà, du trajet, notre analyse avec Julien d'ailleurs, du trajet de Philippe. Hein, voilà, qu'est-ce que j'entends par là ? Oui, c'est ce truc complètement irracontable à chaque fois, qui est, soyons résolument moderne, qui est à la fois totalement indéfinissable et je dirais totalement évident. Il y a, et on voit, je trouve particulièrement dans les films de Philippe, une envie du classicisme, c'est-à-dire ne pas... faire de l'esbrouf pour rien, mais une envie de l'originalité, mais pas pour l'originalité, du point de vue décalé. La façon dont Philippe filme ses plans de façon extrêmement sensible, extrêmement... D'ailleurs, c'est varié. Quelquefois, j'allais dire vu par un personnage, mais quelquefois c'est vu par un narrateur, quelquefois c'est vu par un personnage, mais le style général... Ah là là, c'est compliqué à discuter tout ça, à cause de ces mots qui sont un peu pollués, modernes et tout ça, mais dont la force de ressenti, encore un mot que je déteste, oh là là, c'est vraiment casse-pied le français. Hein. Non, mais ça s'impose par une espèce de logique qui n'est pas une logique, encore un mot pourri, par une espèce de lecture qu'on peut avoir de ces plans. J'ai l'impression que pendant ces plans, à Philippe, on se demande comment ça a été fait comme ça, pourquoi ça a été fait comme ça. Mais la question n'empêche pas de voir le plan, alors que souvent, des metteurs en scène qui font des friandises, qui font les pieds au mur, etc., on se dit pourquoi ça a été fait comme ça, mais ça se voit, la fabrication se voit. J'ai l'impression que c'est Philippe, la fabrication est extrêmement personnelle, assez secrète, pour que pendant les plans, on se pose des questions qui habitent le film au lieu de que le spectateur se recule du film, voilà. Et qu'est-ce que vous faites, vous, au montage, notamment sur ces premiers films auxquels vous collaborez ? Qu'est-ce que vous faites de ces plans Quelquefois, j'en enlève. Alors, l'exercice était vraiment amusant avec Philippe parce que c'était assez souvent les choses qui marchaient, c'était des choses auxquelles il n'avait pas pensé. Mais tout ce qui contredisait, changement de prise par exemple, qui contredisait sa vision, là, que j'essayais vaguement de définir tout à l'heure, il les rejetait immédiatement. Hein. Il me disait le jeu d'acteur, tu touches pas, des choses comme ça. Et puis de temps en temps, il me disait, voilà, j'aurais jamais cru qu'on pouvait se passer de tel plan et qu'on comprenne quand même et qu'on soit quand même ému. Voilà. Donc c'est une cuisine, encore une fois, assez secrète, hein, pas très facile à expliquer, donc triste pour une interview, mais c'est comme ça. Et est-ce qu'on peut dire que Philippe Garrel, à un moment, il s'est détourné de formes plus expérimentales ou plus
qui était plus hérité de la nouvelle vague pour aller dans quelque chose peut-être de plus classique, mais en même temps vous dites qu'il n'a jamais été académique. C'était pas si nouvelle vague que ça, hein. C'était très particulier quand on pense à La cicatrice intérieure ou Le lit de la Vierge et tout ça. C'était des grands plans séquences, une liberté assez totale. Je sais pas. C'était quoi la question? S'il est quoi? Est-ce qu'il y a une forme d'académisme? D'académisme? Ou au contraire de classicisme? Non, non. Oui, encore une fois, classique, oui. Classique et moderne, oui. Académique, non, pas du tout. Académique, c'est quelque chose qu'on sent figé, dont on voit la construction qui n'est pas si brillante que ça, dont on peut dire, on peut ressentir ça, on l'a déjà vu quelque part. C'est une formule éculée, des choses comme ça. C'est ça l'académisme. Non. Donc classique, c'est la beauté de la phrase classique, quoi. Mais en même temps, entre le classique et le moderne, il y a une tension entre les deux. Oui, mais c'est là où Philippe est un metteur en scène, réalisateur absolument exceptionnel, parce que justement, à l'intérieur d'un récit qui souhaite classique, certaines audaces, certains cadres, certaines façons de voir une situation, ce que je cite dans le livre qui est lumineux pour moi, c'est on fait son lit au lieu de faire l'amour, voilà, ces choix-là, des moments qu'il montre dans ses films, est totalement personnel et crée un univers qui ne ressemble à aucun autre. Et comment est-ce que vous avez vu l'évolution de son cinéma entre J'entends plus la guitare et La jalousie? Est-ce qu'il a évolué sur d'autres formes ou est-ce que ça s'est transformé par le montage par exemple ou... Non, pour le montage, le montage, la grande clé c'est il faut pas abîmer les rushs. Hein, donc, s'ils sont bien, il faut pas abîmer les rushs. Donc, et comment on les abîme pas? Comment est-ce qu'on les préserve? Eh bien justement, en montant bien, au bon moment, c'est comme quand Pierre Lame disait à la sortie du premier montage de Loulou, Daudet a pris tous les plans où il fallait les laisser, il a choisi toutes les mauvaises prises. C'est la même cuisine, c'est le même choix que ça. Je ne peux pas vous l'expliquer là. Il y a un moment, encore une fois, je crois que c'est le respect des plans dont je parlais tout à l'heure, des plans dans leur unité. Et ce qu'il y a de valable dans un plan rush, il faut pas l'abîmer en le coupant trop, etc. Est-ce que c'est une question de rythme aussi? Oui, de rythme, oui, bien sûr, mais surtout de la valeur de ce qu'il y a dans le plan, dans sa partie montée. Il y a quand même, je me suis demandé même souvent, et je crois que souvent ça s'est vérifié, si en déplaçant un plan ou même une séquence dans l'ordre, dans la structure d'un film, il fallait la monter autrement. Quelquefois, il faut la monter autrement parce que la séquence signifie autre chose, telle qu'elle est replacée. Mais quelquefois, la séquence a une telle force en elle-même qu'il ne faut pas la bouger parce qu'elle a sa qualité intrinsèque entière et la transformer nuirait à cette, c'est pas une perfection est un mauvais mot, mais à son honnêteté, à sa vigueur. Autre sujet, dans le livre, vous entremêlez votre vie sentimentale, intime parfois, et votre vie de monteur, votre carrière. Et dans le livre se pose la question du regard. Aujourd'hui, c'est une question délicate et qui est aussi une autre manière de voir les films, de comprendre comment ils ont été fabriqués, avec la question du regard masculin, du regard féminin, par exemple. Et dans le livre, vous racontez, dans les films que je monte, je regarde les filles avec autant d'appétit que dans la vie, d'autant que je m'identifie au héros masculin, même quand il n'y a pas de scène de sexe, tout est chemin vers la sensualité. Quand il n'y a pas de personnage féminin que je trouve séduisant, je reconnais que mon travail devient légèrement moins prenant. Être impliqué affectivement via la séduction aide à s'investir dans le film. Est-ce que, en tant que monteur, vous revendiquez ce regard masculin, affectif, presque amoureux pour monter le film? Oui, bien sûr. Mais j'ajoute quand même que je peux être, entre guillemets, amoureux d'hommes hein, en les montant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un tel charisme, un tel charme, ou une telle... puissance d'acteur, puissance humaine d'acteur, voilà, que la séduction est aussi bien sûr sur les hommes. Par exemple, prenons justement un film homosexuel qui est le film de Sébastien Lifshitz que j'adore, où Jérémy Elkaïm, qui n'est pas homosexuel, s'est amusé à jouer l'homosexualité avec un plaisir non dissimulé avec Stéphane, et que ça s'est fabriqué avec un naturel et un charme absolument extraordinaire. Voilà un exemple, par exemple, et comme par hasard, ça passe aussi par les sexualités, mais une sexualité qui n'est pas la mienne, ce qui ne m'empêche pas de l'apprécier. Est-ce que c'est quelque chose que Donc, il n'y a pas que les femmes. Et il n'y a pas que les homosexuels non plus. Ça peut être aussi des hommes hétérosexuels qui charment. C'est dans votre rapport au personnage. Oui, le charisme qu'il dégage, en rapport avec ce que je suis moi. Et voilà aussi, évidemment, il y a beaucoup de subjectifs, hein, bien sûr, là-dedans. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez conscience à l'époque où vous faites les films, ou est-ce que c'est une réflexion plus récente? Oh non, toujours. Oui.
quelquefois, oui, souvent en montant, je me dis, oh merde, encore un mec. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez été choisi aussi, à votre avis, pour ce regard masculin? Oui, c'est très rigolo. D'ailleurs, je vous donne l'inverse. Martine Barraquet, qui a pris ma suite sur Les Truffauts, m'a dit après que François lui avait dit qu'il m'avait pris comme monteur pour mon côté féminin. Et là, je dois dire que je suis assez fier. Parce qu'il avait eu des monteuses. D'être traité de macho par un certain nombre de gens et d'avoir été pris par Truffaut pour mon côté féminin. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, ben, j'ai peut-être une bonne proportion double, comme on en a chacun, et voilà. Je suis assez fier, oui, de ça. À propos de l'évolution du métier de monteur, on peut dire que c'est un des premiers métiers du cinéma qui a été bouleversé par la technologie numérique. Vous avez vécu cette transition. Quand est-ce qu'elle s'est effectuée et comment pour vous et les films sur lesquels vous avez travaillé? Alors moi, j'ai été bouleversé par la technologie à la gomme, mais la technologie n'a absolument pas bousillé ni bouleversé le métier de monteur, c'est exactement le même. Donc ça, c'est un leurre total. Simplement, moi, comme je n'ai pas été éduqué dans les nouvelles matérielles, théorie des ensembles, etc., ça m'a fait complètement chuter parce que ma logique de compréhension a été complètement bouleversée. Donc c'est 5 ans de souffrance entre 95 et 2000 à essayer de comprendre comment on pouvait travailler avec 18 fenêtres ouvertes, des options partout, des machins, pluriel. Tout est passé un peu du niveau, comme si le jugement devenait quantitatif au lieu d'être qualitatif. Voilà, quelque chose comme ça. Ce qui m'a complètement effrayé. Puis l'instrument ne m'amusait pas tellement. Un clavier, pour moi, c'était pour la machine à écrire, pour écrire des romans ou des scénarios. Que le montage se réduise à ça, alors que j'avais plus le poids de la pellicule, la longueur entre mes deux épaules, ça fait 2 secondes. Voilà, tout ça, tous ces rapports physiques avec la pellicule était extrêmement dérangeant, mais je crois très sincèrement, sinon qu'effectivement on peut en mettre encore plus de plans dans un film sans que la pellicule casse parce qu'il n'y a pas de pellicule, la pensée du montage n'est pas changée par le numérique. Voilà. Vous n'avez pas une nostalgie particulière de la pellicule? Si, moi je regrette beaucoup la pellicule, mais c'est vrai que maintenant quand je monte les Garrel, ça n'est plus dans ma gestuelle habituelle, et c'est plus si simple que ça. Il me faut un petit moment, il faut une petite 1, 2, 3, 4 jours pour me remettre à la pellicule quand je réattaque un Garrel. Donc oui, c'est une nostalgie, mais c'est comme une nostalgie, c'est corporel, hein. Comme c'est touchable, tout ça, un clavier, ça n'a aucune sensualité, hein. La pellicule, ça a de la sensualité. Et pourtant, vous parlez de quelques avantages du numérique. Vous dites par exemple, 2 avantages m'aident à croire en cet outil, la colorisation des plans 1 à 1 sur la timeline, reconnue ainsi comme entité unique, et le dessin horizontal coloré du film entier, quasi architectural. Ce sont comme les pleins et les déliés de la graphie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond cette colorisation des plans et le dessin horizontal coloré du film entier, pour ceux qui ne seraient pas familiers du montage? D'accord, alors mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une timeline aujourd'hui? Oui, hein, c'est donc la ligne continue qui représente le film. Je vois chez la plupart des monteurs, sur leur écran, la timeline, tous les plans sont en gris. Alors moi, je vois rien quand il n'y a que du gris. Donc, je colore un plan, tous les plans, images et son, de la même couleur. Au début, je le faisais un peu codé, pour dire bêtement les filles en rose, les garçons en bleu. Et les plans larges en vert, par exemple, un truc comme ça, dans un champ contre champ et avec le plan général. Et puis maintenant, je le fais complètement aléatoirement. Alors l'avantage, c'est qu'on voit par séquence, prenons une séquence, pas la totalité du film, mais prenons une séquence où il y a 4 plans différents, on voit effectivement quel est le plan monté majoritairement. Il s'avère quelquefois que c'est le plan large, quelquefois un des gros plans, etc. Et on voit aussi que quelquefois les couleurs, la fréquence des couleurs sur la ligne image n'est pas la même que sur la ligne des sons, que le son, par exemple, c'est le son bleu qui prime, qui est le plus utilisé, qui est donc probablement musicalement le meilleur jeu des acteurs, et c'est pour ça que les sons bleus sont resynchronisés même sur certains plans serrés, etc. Voilà. Donc ça permet de comprendre un peu la fabrication pièce à pièce, un petit peu de ce qui est fait, et donc je retrouve moi quelque chose là que je voyais dans la pellicule sous mes mains, et que là je vois sur la ligne horizontale, donc qui décrit la continuité du film. Voilà. Et c'est une manière de dialoguer également avec le réalisateur à propos de ces couleurs, ou est-ce que c'est simplement pour vous? Éventuellement, non, ça peut servir, oui. D'ailleurs, je l'expliquais, j'en parlais avec Berco, là, puisque que je montais avec son monteur ne le fait pas, et tout ça, et je disais, voilà, par exemple, si on veut revenir dans une séquence très montée à un plan séquence, on voit que le plan monté en majorité, c'est celui qu'on a coloré en jaune. Revoyons la prise jaune entière, on compare avec ce montage en 18 plans et on se dit, tiens, est-ce que ça vaut le coup de revenir au plan séquence?
Voilà, ça sert juste comme ça de mnémotechnie par rapport à... Voilà, sinon, évidemment, on peut se dire que c'est marqué dans le cahier de Rush où on a pris des notes, etc. Mais enfin là c'est tentant parce que quand on cherche à monter plus, etc., on voit tout de suite quelle est, entre guillemets, la meilleure prise, celle qui est majoritaire. Et quelquefois, on se trompe, quelquefois, il faut aller voir des prises justement auxquelles on n'a pas cru au début, parce qu'il fallait justement un jeu plus modeste et pas un jeu à effet, etc. Bon, enfin, c'est extrêmement varié. Enfin voilà, ce que ça répond à quoi? Ça répond à une espèce de personnalisation, voilà, des plans. Vous parlez également à propos du numérique de l'effet désastreux qu'il a sur le rythme des plans. Alors ça, je parle du tournage, hein. Je me souviens donc d'un film où la première prise, enfin je dis ça en gros, on fait quelques centimètres, la deuxième on fait un peu plus, la troisième on fait un peu plus. Effectivement, le fait que la pellicule ne coûte pas cher n'incite pas à rythmer dès le tournage. Et voilà. Et quand on n'est pas... voilà, quand on se laisse un peu aller à ça, c'est dangereux parce que quand même, c'est pas seulement au montage qu'on rythme. Si le tournage n'a pas de rythme, c'est extrêmement difficile de le rythmer au montage. Si le tournage est mou, je vois pas comment on peut... Voilà. C'est pas seulement mou, c'est s'il n'a pas de rythme. C'est-à-dire si les temps qu'on appelle bêtement morts sont pas bien placés dans le rythme général, que le plan soit long ou pas long, ça n'a pas d'importance. C'est ça qui est grave. Donc il faut travailler le rythme absolument sur le plateau, c'est capital. Et justement, contrairement au métier de chef opérateur, qui parfois revient vers le tournage en pellicule, qui est quelque chose d'assez fréquent, les monteurs aujourd'hui reviennent quasiment peu ou plus au montage en pellicule et montent uniquement en numérique. Est-ce que vous pensez que les jeunes monteurs devraient passer par l'étape de l'argentique, de la pellicule à un moment donné? Et qu'est-ce qu'ils auraient à y gagner? Les monteurs ne reviennent pas en pellicule parce qu'il n'y a plus les moyens, il n'y a plus les machines, tout ça. Même, je ne sais plus quel Garel on montait en banlieue, là, et on a appris l'année d'après où on montait le suivant, que le mec avait jeté la machine, la Cinélume. Complètement cinglé. D'ailleurs, je crois aussi que la dernière piéteuse qui restait, là, qui permettait de numéroter la pellicule de la Fémis, a été jetée. En première année de Fémis, ils ne font plus les exercices sur pellicule depuis 2 ans, je crois. Donc oui, je crois que c'est quand même bien comme étape de voir... Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des metteurs en scène qui n'aient jamais touché de la pellicule, hein, bien évidemment, mais je pense qu'il est quand même mieux de voir un petit peu le concret, de commencer à la base. Voilà, c'est ça, de savoir, c'est comme l'histoire, si on ne sait pas qu'il y a eu les diplodocus avant les hommes de Cro-Magnon, c'est un manque. Voilà, c'est juste un manque. Nous approchons de la fin de cet entretien. En guise de conclusion, nous souhaitions vous demander quel regard vous aviez sur la transmission du métier de monteur aujourd'hui. Alors vous êtes intervenant dans des écoles de cinéma, comme vous l'avez dit, et selon vous, faut-il apprendre le montage en école de cinéma? Bah oui, on peut, enfin, surtout aujourd'hui, il vaut peut-être un peu mieux avoir des diplômes parce qu'il y a beaucoup plus de chômage qu'à mon époque. Mais effectivement, on pouvait se lancer, il y avait 0,3% de chômeurs, je sais pas quoi. Donc on pouvait se lancer à corps perdu directement comme ça et apprendre sur le tas. Hein, donc enfin, j'ai pas appris que sur le tas puisque j'ai fait 6 mois de labo. 6 mois, c'est quand même long. Ça fait une bonne base, hein, voilà. Mais oui, les écoles, je pense que c'est utile, bien sûr, puisqu'on a, je sais pas quoi, entre 3 et X années, qu'on fait des films pendant cette période, qu'il y a des intervenants professionnels qui viennent nous voir, qu'on a des exercices de montage pur ou de photo pure. Oui, bien sûr, ce sont des exercices, et puis c'est de l'étude, hein, donc c'est bien sûr tout à fait bénéfique. Et quel conseil pourriez-vous donner à un jeune ou une jeune monteuse qui souhaiterait se lancer dans le montage? J'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, c'est bien de faire plusieurs métiers dans le cinéma, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'être monteur, c'est bien qu'il fasse ses films et qu'il les monte. Et l'autre chose aussi, probablement, je ne sais pas comment ça se pratique exactement dans les écoles, mais c'est de fabriquer des groupes quand même, des gens avec qui on voit qu'on a un intérêt artistique profond, et fabriquer déjà dès l'école une espèce d'équipe idéale avec qui on aimerait travailler. Là, je voyais un film qui avait été monté par une autre monteuse, un film fin d'études qui avait été monté par une autre monteuse, donc de la même réalisatrice, et je l'ai trouvé moins bien. Alors je ne sais pas si c'était par cet effet horrible de comparaison dont je parlais tout à l'heure et qui peut beaucoup banaliser la réalité de l'analyse, mais néanmoins j'ai l'impression elle aurait dû, que son équipe véritable c'était cette monteuse-là, que cette réalisatrice aurait dû rester avec cette monteuse, parce que quelque chose qui avait du répondant dans le premier film, ici était plus plan-plan. Voilà. Alors ça tient peut-être aussi au manque de surprise que j'ai eu de voir le second film d'une réalisatrice que j'ai trouvé dès son premier film très original. Voilà. Alors, encore une fois, le système de comparaison est très très dangereux. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des affinités entre les gens. Il faut vraiment
Il faut vraiment, je pense, dès l'école, se trouver ses complices les meilleurs, c'est sûr qu'il y a... On a parlé de vos anciens projets, tournons-nous vers le futur. Est-ce que vous avez commencé à remonter des films ou est-ce que vous avez des projets de nouveaux films sur lesquels vous allez être monteur? Je vais finir la partie tournage du film d'Emmanuel Berco avec Julien Leloup, mais c'est Julien Leloup, son monteur, et voilà, moi c'est juste une expérience. Et sinon, j'ai refusé beaucoup de films là, depuis le livre, là, et je vais monter qu'avec des gens très proches, c'est-à-dire Cédric Kahn, Philippe Carrel. Ces prochains films? Il y en a un en 21, c'est Cédric, et un en 22, c'est Philippe qui m'a rappelé l'autre jour en me disant est-ce que tu es libre en été 22, ce qui m'a fait très plaisir parce que j'avais pas pu monter les deux derniers puisque son producteur me déteste parce que j'ai gagné contre lui au Prud'homme. Vous n'avez pas pu monter là celui qui sort bientôt, le Sel des larmes? Non, les 3 derniers, j'ai pas monté. Les 3 derniers, voilà. Mais vous allez pouvoir faire le prochain. Voilà. Un grand merci à vous, Yann Dedé. Merci à vous de m'avoir parlé si longtemps. D'avoir conversé avec nous pour ce nouvel entretien de Négatif. Sur notre site internet négatif.co, vous pouvez découvrir nos 28 précédents entretiens, accompagnés d'illustrations, extraits vidéo, liens et références. Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous abonner sur Facebook, YouTube, Spotify et Twitter. À bientôt.